Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 424e rencontre Lille. Et donc ce soir, on a la chance de recevoir à nouveau Éric Pessan pour son roman On ne verra pas les fleurs le long de la route aux éditions Aux Forges de Vulcain. Éric qu'on avait déjà reçu plusieurs fois aux Forges de Vulcain, à l'École des loisirs aussi, également pendant le Covid. Et oui, ça date déjà. Et pour commencer déjà, bonsoir Éric. Bonsoir. Sur la route que la brûlure a rendue blanche, deux silhouettes écrivent comme on allume des lanternes. On ne verra pas les fleurs le long de la route, déplace la lumière. Il parle d'un monde où les livres se font rares et où la lecture devient acte de résistance. Un homme, une femme, portent le récit comme un bouquet fragile. Il roule, il campe, il gratte le monde pour y trouver des phrases. Le paysage est un arrière-plan, en feu, et la langue y tient le rôle principal. Éric Pessan y tisse la mémoire des œuvres qui lui survivent en creux et en citation. Le récit pousse des phrases comme on plante des racines dans de la cendre, mais il n'est pas seulement Apocalypse, c'est une cartographie de l'attention. Il interroge ce que signifie transmettre quand les supports ont disparu. La voix qui écrit est à la fois témoin, archiviste, poète et passeur. On y sent l'urgence politique et la pudeur intime se tenir la main. La prose creuse des silences où ressurgit toute une littérature absorbée et recomposée. Il y a ce goût de l'errance qui devient forme et philosophie. La rencontre à deux fonctionne comme un atelier clandestin de la parole. Des citations, des fragments, des reflets d'autres livres animent la mémoire collective du roman. On entend la respiration d'un auteur, la route devient bibliothèque mouvante et les personnages des bibliothécaires nomades. Le texte joue entre le réalisme des incendies et la fable d'une survie littéraire. Il y a dans ce livre une violence douce, la violence du refus et la douceur du soin. La langue choisit parfois la netteté, parfois l'enrouement, comme pour mieux tenir. Que porte-t-on quand tout menace de disparaître? Ce roman rend visible l'invisible. Les livres effacés, les gestes oubliés, les noms à sauver. Et pourtant, au cœur de la désolation, il y a des éclats de beauté, des trouvailles de langage. Éric, vous vous installez au bord des choses et vous les regardez jusqu'à ce qu'elles parlent. Lire ce livre, c'est accepter d'apprendre à lire le monde qui se défait. C'est une invitation à devenir lecteur, acteur, à garder les phrases en vie, et il s'apparente à une veillée pour raconter que la nuit ne triomphe pas. Voici donc une voix qui refuse la dernière censure, celle de l'oubli. Bonsoir donc, Éric Pessan. Je suis ravi de Ah, vous merci. retrouver. Je suis ravi de vous retrouver pour ce livre qui ne ressemble à aucun autre, clairement. Je pense qu'il y a aussi une sorte de soupape dans votre œuvre. Vous allez peut-être nous en parler, mais on a l'impression que ce livre est véritablement à part, comme s'il fallait, il y avait une urgence à l'écrire. Et j'aimerais déjà savoir, pour commencer, c'est la genèse de ce roman. Quel était le point de départ? Est-ce que ce sont les auteurs que vous citez qui vous ont amené à écrire? Est-ce que c'est la disparition du papier? Est-ce que ce sont les deux personnages qui sont libres comme personne? Est-ce qu'au contraire, c'est le langage comme pierre angulaire? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? Je, je, comment dire, la structure est venue après. Au début, j'avais envie d'écrire un texte sur la disparition du texte. Enfin, voilà. Euh, je me balade beaucoup, beaucoup. Vous l'avez dit, je publie aussi en jeunesse. Je publie des romans à l'école des loisirs et chez Thierry Magnier. Je me balade beaucoup, beaucoup en milieu scolaire. Et je rencontre beaucoup de jeunes gens qui ne lisent pas, peu, pas du tout, qui perçoivent la lecture comme une contrainte, comme quelque chose d'extrêmement d'extrêmement compliqué. Ça, c'est un point de départ. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ils ont pas d'autres manières de convoquer des imaginaires. Beaucoup écoutent des fictions, des feuilletons, des choses, des podcasts. Enfin voilà. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça me frappait, c'est-à-dire que les jeunes gens autour de moi, les jeunes gens qui me sont proches, mes amis, mes enfants, et les amis de mes enfants, si je reçois des messages, ça va être des vocaux, ça va plus être du tout du SMS. Le SMS a tendance à disparaître, va être remplacé par du vocal. Euh, Quand on regarde les statistiques nationales sur, bon, je ne vais pas déprimer tout le monde longtemps, mais quand on regarde les statistiques nationales sur la lecture, la littérature, etc., je crois que c'est maintenant 40% des gens qui ne lisent pas du tout et qui assument le fait de ne pas lire.
le livre disparaît aussi de plus en plus, la pratique et l'usage du livre chez les jeunes gens. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, on a quitté la préhistoire en rentrant dans l'histoire. On est rentré dans l'histoire par l'invention de l'écriture. Qu'est-ce qui se passera au moment où on va quitter cette histoire pour entrer dans la post-histoire? C'est-à-dire un moment où on va abandonner la lecture et l'écriture, où ça sera remplacé par la technologie, par la possibilité d'enregistrer, par la possibilité de faire des vidéos, d'avoir du son, on n'a plus besoin de lire les marques des produits dans les supermarchés, un petit logo, ça suffit. Voilà, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le premier fil, en fait, il était là. Et cette envie d'écrire une fiction d'anticipation autour de ce moment d'abandon de la lecture et de l'écriture. Et ensuite, Et est-ce que ensuite, et ensuite, est-ce la structure? et ensuite, la structure, elle est venue progressivement, la structure. Elle est venue très progressivement, c'est-à-dire que, enfin, une idée, c'est jamais un livre, quoi. J'avais cette idée, euh, je savais pas du tout comment faire un livre avec ça, et j'ai commencé à réfléchir, et puis, il y a deux choses qui sont apparues peut-être simultanément, c'est-à-dire la volonté d'avoir des personnages plutôt positifs, c'est-à-dire des personnages qui sont là, qui veulent agir, qui veulent pas se laisser faire et qui veulent faire des actions. Voilà, ils font des espèces de, de happening artistique pour, autour de la littérature, autour de l'écriture dans un monde qui s'en désintéresse complètement. Ça, c'était mon axe. Enfin, voilà, je voyais ça très, très bien. Et en fait, la dernière chose qui est venue, en définitive, c'est la structure. Si j'avais su, j'aurais peut-être réfléchi plus longtemps, parce qu'elle était un peu compliquée, cette structure. C'est-à-dire, j'aime beaucoup les contraintes. J'aime beaucoup les contraintes d'écriture. Les contraintes d'écriture quand elles sont porteuses de sens par rapport au texte. Voilà. Et en fait, je me suis dit, ce narrateur qui raconte cette perte de la littérature, il va se servir de sa propre bibliothèque pour la raconter. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pour dire que les livres sont importants? On se sert des livres. Et donc, je vais écrire ce livre en le tissant, en le maillant avec des citations et en essayant d'en mettre beaucoup. Les citations constituent à peu près 60% du texte. Et il y a plus de 1000 citations dans l'ouvrage. Et là, les ennuis ont commencé, en fait. Les ennuis, mais le plaisir d'écriture aussi. Parce que ça, parce que ça, ça a nécessité un processus d'écriture bien plus lent que ce que je n'aurais cru. J'ai, avec la contrainte dans la contrainte que je m'étais donnée, c'était de piocher dans ma propre bibliothèque, pas d'aller chercher des livres que j'ai pas lus. Voilà, tous les livres qui sont nommés dans mon roman sont des livres qui sont là autour de moi. Alors, c'est extrêmement singulier parce qu'au final, on a, au début, c'est vertigineux finalement de lire ce texte-là, et puis petit à petit, on s'habitue. Parfois, on lit les auteurs qui sont en citation, parfois pas, parfois on y Mm. revient. C'est jamais un butoir en réalité. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez en effet maillé tout ça. Et parfois avec des citations qui ne sont pas des grandes citations. C'est ça qui est intéressant, c'est que parfois ce sont des citations de 3 mots, de 4 mots, mais qui permettent, et c'est ça, c'est là où c'est vraiment très fort, parce que aller chercher des phrases de Kundera qui ne sont pas des grandes phrases, c'est peut-être ça le plus dur en réalité. Ou des Oui, oui, bien phrases, sûr. voilà, Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. L'idée, c'était évidemment pas de prendre les grandes c'est citations. ça, Longtemps, je me suis les couché de bonne highlights. heure. Hier, maman est morte. Enfin, aujourd'hui, maman est morte. Ou hier, peut-être. Enfin, toutes ces phrases-là. J'ai un ami écrivain qui est proustien et qui vénère Proust, voilà, qui m'a dit qu'il lui était resté bloqué page 33 puisque je cite Marcel Proust, qui est là? Point d'interrogation. Et, euh, et donc, je lui avouais que j'ai quand même beaucoup ri quand j'ai osé me servir dans des plus grands prosateurs de langue française connus pour ces phrases qui peuvent parfois courir sur plusieurs pages et utiliser peut-être la phrase la plus courte de l'ensemble de la recherche, c'est qui est là. Voilà. Mais oui, oui, il y a un jeu, évidemment, je me suis beaucoup amusé, mais l'idée, en effet, c'était pas forcément de chercher l'endroit où tel auteur est immédiatement reconnaissable,
mais, mais de prendre la matière, de prendre la matière littéraire chez les autres. Euh, et après, ça voulait dire que j'ai travaillé beaucoup en mémoire. Je me disais, tiens, il me semble que dans ce livre, ça parle de ça. À ce moment-là, je cherchais. J'ai souvent pas trouvé ce que je cherchais, mais j'ai trouvé autre chose qui allait ailleurs, et ainsi de suite. Ouais. Et quand vous avez justement travaillé toute cette mémoire des auteurs, tout à l'heure on parlait de la disparition de la littérature, beaucoup d'écrivains ont déjà écrit là-dessus et ils sont présents dans ce texte-là. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, tout a déjà été écrit et il y a aussi un passage sur Ray Bradbury avec Fahrenheit 451 dont on parlera tout à l'heure aussi. Euh, En tout cas, le narrateur est contre certaines théories de Bradbury et c'est ça qui va être intéressant. Mais est-ce que vous vous êtes dit ça va devenir compliqué. Après tout ce que j'ai, comment je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu sur des sujets, sur un sujet comme celui-ci qui a déjà été écrit? Est-ce que c'est la structure qui fait la différence? Est-ce que c'est au contraire cette aventure de ces deux gamins, enfin gamins, ces deux jeunes gens, on va dire, Jeunes euh, gens. voilà. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que vous vous êtes inquiété en cours d'écriture? Je m'inquiète toujours en cours d'écriture, mais oui, enfin, de toute façon, oui, tout est écrit. Voilà, on peut partir du fait que tout est écrit. Voilà. Donc déjà, tout a déjà été fait, tout a déjà été écrit, sauf que personne n'écrit les choses de la même manière qu'autrui. Euh, donc, à un moment, il faut soit avoir quand on écrit, en tout cas, il faut avoir une sacrée dose de confiance, soit une sacrée dose d'irresponsabilité, et puis se dire, ah, voilà, j'y vais, et puis je me lance, et puis j'y vais quand même. Euh, donc moi, j'oscille entre les deux, en fait, en permanence. Non, je savais que écrire ce texte-là de cette manière-là lui donnerait aussi une singularité. C'est pas, alors, pour la petite histoire, hein, il y a très très longtemps, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Grande Décharge, qui est une histoire assez atroce de gens qui vivent dans une décharge à ciel ouvert et qui s'entretuent pour récupérer des morceaux d'aluminium enfin, où il n'y a pas de tri fait. On imagine qu'on est dans un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud avec ces grandes décharges à ciel ouvert qui sont tenues par des mafias où le tri se fait après coup et des gens viennent pour récupérer le métal, l'aluminium, etc. Et j'avais un personnage à l'intérieur qui avait tout perdu, y compris sa propre langue, et dès que quelqu'un lui parlait, il fouillait dans les ordures, il sortait un bouquin et il répondait par la première citation qu'il avait sous les yeux. Et ça tombait pile par rapport à ce qu'on lui demandait, évidemment, à chaque fois. Donc je m'étais déjà amusé comme ça, à mettre des citations et à me servir de citations comme élan pour travailler le texte. C'était plus des citations de textes de théâtre, d'ailleurs. Il fouillait, puis il trouvait un Ionesco, un Beckett, un Shakespeare. Et, euh, et bon, pour revenir au projet d'On ne verra pas les fleurs le long de la route, moi j'avais quand même cette intuition que cette forme-là, avec cette histoire-là, me permettait d'avancer sur ce que je voulais dire. Et puis, en même temps, j'écrivais une histoire d'amour. J'écrivais l'histoire de cet homme, de cette femme, qui ont fait des beaux-arts ensemble, qui font leur happening euh, euh, de façon plus ou moins légale, qui s'attaquent à ce qu'ils perçoivent comme étant dans la société des forces qui sont contre la littérature et qui vont, au fur et à mesure de leurs actions, se rapprocher. Donc j'avais aussi ce fil, qui était un fil en définitive très très intime, de ces deux personnages qui me guidaient pendant mon écriture. Alors, Rosemary demande s'il n'y a que des auteurs libres de droit. En l'occurrence, non, il y a beaucoup de contemporains, beaucoup d'auteurs des forges d'ailleurs. Oui, évidemment, évidemment. il y a quelques auteurs des forges, mais il n'y a pas que. Non, non, pas Il y a que, des auteurs pas des que. forges, oui. Oui, Et donc, évidemment, c'est oui, sourcé en note de bas de page, hein, et pas de problème oui. juridique particulier par rapport à ça. Non, c'est droit de citation, puisque à chaque fois, c'est une phrase, une petite phrase, voire un petit groupe de mots, voire une demi-phrase. Donc, c'est le droit de citation qui s'applique. Il n'y a aucun problème. Et de toute façon, les autorisations étaient impossibles à demander parce qu'encore une fois, je travaille avec ma propre bibliothèque. Il y a 1036 citations en tout dans le texte. Il y a de l'ultra-contemporain, il y a du domaine public. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait toute une mouvance sur la littérature dite de genre. J'ai beaucoup lu de science-fiction et de fantastique quand j'étais adolescent. Et en fouillant dans les livres que j'ai retrouvés,
de ma propre adolescence. Les traducteurs n'étaient même pas nommés, bien souvent, parce que c'était considéré comme de la sous-littérature dans les années 70. Donc voilà, donc j'ai essayé de sourcer précisément chacun des morceaux de phrases ou des phrases entières que j'ai pu utiliser. Et dans ce cas-là, le droit de citation s'applique. Il n'y a aucun problème juridique. Sandra demande le titre dont vous venez de parler de cet homme qui a perdu sa propre langue. On l'a pas très bien entendu. Euh, Le vôtre, Ah hein? oui, ma pièce de théâtre, elle Oui. s'appelait La Grande Décharge. La grande décharge. Très bien. Euh, Décharge. En l'occurrence, dans ce texte-là, trois actes, trois parties, comme une tragédie moderne, ça devient presque une habitude. Voilà, après ma tempête. Qu'est-ce qui, Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a beaucoup de thématiques, mais notamment cette tragédie de notre monde contemporain. C'est un ouvrage extrêmement politique, au sens noble du terme, engagé. Alors, peu importe que ce soit le narrateur ou vous qui parlez, ça ne change rien, mais euh, qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui dans ce monde-là? Qu'est-ce qui vous met en colère? On sent qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, anticapitalistes, et c'est bien normal quand on vous lit, ça paraît tellement évident, il y a tellement de choses qui paraissent évidentes, et notamment cette notion de confort qu'ont les êtres humains, qui n'arrivent pas à aller au-delà de ce confort-là, Hmm. qui collectivement n'arrivent pas à faire des gestes pour la planète et pour le bien commun. Oui, il y a beaucoup de choses. Enfin, évidemment, ce roman est à la fois un roman d'anticipation et c'est à la fois une métaphore de notre monde contemporain. Enfin, voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse d'une manière générale, dans la littérature dite de genre, hein, que ce soit d'ailleurs le fantastique ou la science-fiction, c'est la même chose. C'est à partir de quel moment c'est un miroir de notre monde. C'est-à-dire, hein, c'est pas l'imagination pour l'imagination qui m'intéresse là-dedans. C'est vraiment, c'est une façon détournée de parler maintenant. Donc oui, ça commence. Les, le couple est en train de traverser une forêt qui vient de brûler. Il y a eu un méga incendie. On ne sait pas trop où ils sont. Alors moi, je situais ça. C'est pas du tout situé dans le livre, hein, mais je situais ça dans les Landes. Je suis d'origine landaise et il y a eu des méga incendies très régulièrement qui ont détruit des centaines d'hectares de pins. Euh, il y a cette incurie climatique. Il y a cette, ce- la culture telle qu'on la conçoit dans la définition de la culture, c'est-à-dire les, les objets de la culture, la littérature, enfin, donc disparaît au profit d'un divertissement généralisé. Euh, euh, L'art, le cinéma, etc. Enfin, l'art contemporain, le cinéma d'auteur, tout ça est en train de disparaître pour être juste du divertissement. Et forcément, tout ça, euh, je regarde autour de moi. Et donc tout ça, ça vient alimenter la colère de mon narrateur. Alors c'est d'ailleurs dit dans le livre, hein, dès le début, les forêts landaises, 2000 hectares, Mm. donc Mm. c'est bien situé, en tout cas moi je l'avais situé ici. Oui, Voilà. oui, bon, alors je sais plus en fait. Il faut trouver la bonne citation pour le situer à chaque fois. Page 12, page 12. Ouais. Euh, Page 12. le roman met en scène un homme, une femme, qui écrivent justement pour que les histoires survivent. Quelle place Mm. tient pour vous la voix collective de la littérature face à cette disparition des supports physiques? On a en tête notamment la révolution du numérique avec notamment les liseuses, avec ce support qui était écrit et à la fois numérique. Finalement, la révolution n'a pas eu lieu pour le coup entre ces deux-là. On n'a pas vu une diminution finalement si frappante. Est-ce que vous vous attendez à autre chose encore? Non, non, non. C'est-à-dire, moi, je pense que le papier enfin, les gens qui lisent, euh, ce qui devient de plus en plus une petite minorité de gens qui lisent. Les lecteurs, ils veulent du papier, donc on continuera à lire sur du papier. Voilà. Le numérique, je suis pas contre le numérique, hein, j'ai une liseuse, c'est pratique, voilà, mais on est tous plus ou moins attachés à du papier. En tout cas, ce qui était censé être une révolution avec le numérique qui allait remplacer le texte, pour moi, c'est en l'air, hein, parce que de toute façon, quand on est devant un écran, on peut faire 10 000 choses beaucoup plus distrayantes que de lire un livre. On peut regarder des séries, on peut regarder des machins, des trucs et des bidules. Ce que permet pas de faire une liseuse.
Mais, mais je vois beaucoup de jeunes gens autour de moi, même les livres, ils essayent de les lire sur leur téléphone, et sur le téléphone, on bascule très, 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 très vite euh, sur du streaming, sur un film, sur de l'audio. Voilà. Donc, je crois que le livre va rester un objet. Ce qui m'inquiète, hein, c'est que cet objet, a priori, concerne de moins en moins de gens. Voilà. En tout cas, les évolutions là, de ces dernières années, après un espèce de petit pic artificiel créé par la crise Covid, là, c'est de plus en plus dramatique. Mais le livre a de très beaux jours devant lui, oui. Mais je pense, pour les lecteurs en tout cas. Est-ce que vous voyez ce livre comme un acte de résistance finalement? On a l'impression que ce livre, il se met entre la littérature et cette disparition des supports physiques comme une sorte de rempart. Moi, je l'ai senti comme ça. J'ai senti que ce livre-là, il était important notamment par rapport à sa puissance contre la disparition. Ce livre, c'est une fiction. Alors, voilà, j'avais envie d'écrire un roman. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas, j'avais depuis Ma Tempête, j'avais pas réécrit de roman. J'avais envie de réécrire un roman. Donc, il y a quand même, à la base, il y a un truc qui est l'acte purement égoïste d'écrire, de me retrouver dans l'écriture, de avancer, de faire vivre des personnages, d'essayer d'assembler un petit univers. Voilà. Donc, je n'assigne pas de but aussi grand que ça à mes livres à la base. Voilà, donc, il y avait cette envie d'écriture. Petit à petit, cette envie d'écriture s'est nourrie des citations. Ça m'a fait revisiter toute ma bibliothèque. Et après, si ça doit porter quelque chose, ben j'ai presque envie de dire, c'est plus entre mes mains, c'est au lecteur de s'en emparer, au lecteur de voir, etc. Et, euh, et je me rends compte en disant ça que j'ai pas tout à fait répondu à la question d'avant. Oui, la littérature est quelque chose qui porte des voix collectives. Voilà, on le sait très bien. Euh, je crois que moi, le roman m'a enseigné parfois bien plus de choses que les journaux ou que des données statistiques chiffrées ou des documentaires, etc. Parce que le roman nous permet de vivre de l'intérieur euh, des événements. Voilà, je pense à des événements historiques, dramatiques. Je pense enfin, le roman, par l'empathie qu'il peut dégager, par la manière de nous proposer de vivre des vies qui ne sont pas tout à fait des nôtres, peut nous permettre bien sûr, de porter énormément de voix et de donner des éclairages sur le monde. Euh, Même si, encore une fois, euh, j'écris pas en me disant ah là là, tout va mal, il faut que je fasse un livre pour que tout aille mieux. Non, j'écris avec mes questionnements, avec le monde qui m'environne et avec ce, ce plaisir de me dire allez, hop, allez, c'est reparti pour une nouvelle histoire. Et j'adore raconter des histoires, j'adore en tant que lecteur qu'on me raconte des histoires. Et d'ailleurs, ces deux personnages, ils n'ont aucun contact physique entre eux. C'est une relation très platonique, très particulière, Au début, oui. Au début, j'ai essayé de justement de pas divulgacher, mais il y a une relation très étrange. On a l'impression que tout passe par le Ouais. regard de l'autre. Ils Mm. savent pas forcément qui ils sont l'un et l'autre. Ils se connaissent et en même temps, on a l'impression qu'ils s'apprivoisent de manière différente. Mm. C'est une relation très complexe finalement que vous Oui. avez créée entre les deux, très presque métaphysique, presque onirique. Je ne sais pas comment vous l'avez pensé cette relation, mais elle est quand même très intéressante parce qu'elle n'est que dans l'œil d'un des personnages finalement. En tout cas, voilà, elle est unilatéralement. Oui, oui, ils sont tellement ils sont tellement dans l'action, dans la lutte, etc., qu'ils finissent par presque s'en oublier eux-mêmes. Voilà, ils oublient ce qui les lie et ce qui les lie, c'est la lutte. Et puis petit à petit, cette lutte va devenir une attirance. Voilà. Euh, Après, dans le processus d'écriture même, puisque j'avançais, en fait, je ne fais. Alors, il y a un truc qui est très clair. Moi, quand j'écris, je ne fais jamais de plan. J'ai une idée, j'ai un sujet, j'ai des personnages, j'ai quelques scènes en tête, j'ai des images souvent qui me viennent, et puis ensuite j'ai besoin d'inventer l'histoire au fur et à mesure que je l'écris. À force de me balader dans la livre de ma bibliothèque, je me rendais compte quand même que les auteurs et les autrices adorent décrire des scènes d'amour physique, et donc je voyais, ah, tiens, il y a ça dans ce texte-là, ah, il y a ça dans ce texte-là. Et donc je me suis dit, je ne savais pas d'ailleurs si s'il se rapprocherait ou pas, ou s'il resterait dans cette lutte. Mais à un moment, j'avais tellement de belles phrases qui me tombaient dessus au fur et à mesure de mes lectures, de mes collectes. J'avais toute une série là. J'avais des fichiers dans mon ordinateur où je recopiais des phrases, des citations, etc.
parce que dès que je cherchais un truc, je trouvais autre chose, mais ça n'allait pas à l'endroit où je le cherchais, que, euh, que j'ai eu envie que cet amour finisse par s'incarner un peu, c'était tant mieux. Enfin, voilà, ça m'a, euh, d'une certaine façon, ça m'a touché que ces deux-là se trouvent, et se trouvent au-delà de la simple lutte, ils se trouvent aussi dans leur vie et dans leur corps à un moment ou à un autre. Est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif d'être, en tout cas, d'être en cautionnement de toutes ces citations? Est-ce qu'au contraire, Éric Pessan pouvait donner une citation dans son propre roman d'un auteur qu'il n'aimait pas, d'un auteur qui était dans sa bibliothèque, mais potentiellement qu'il n'avait pas forcément apprécié, et que la citation ne lui est pas convenue non plus? C'est intéressant de savoir si c'est les highlights d'Éric Pessan ou au contraire, Non, non, non. de manière plus générale. Non, en fait, après, si je garde les livres, c'est que ces livres me plaisent. Enfin, ces livres m'ont plu ou m'ont intéressé d'une façon ou d'une autre. Euh, D'autant plus qu'il s'est passé quand même un événement pendant l'écriture de ce livre qui ne m'a pas aidé, c'est que j'ai déménagé. Et donc, il a fallu mettre les quelques milliers de livres que nous possédons dans des cartons, faire un petit tri. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup mis les livres dans des boîtes à livres et redéballer et réorganiser la bibliothèque, ce qui a été quand même un petit frein à un moment à l'écriture. Et les livres, mais d'une manière générale, les livres que j'ai gardés dans ma bibliothèque sont des livres qui, pour une raison ou pour une autre, m'ont intéressé, me plaisent, etc. Soit par des nostalgies d'adolescence, j'ai récupéré une grande partie de mes livres adolescents que mes parents avaient gardés, soit parce que soit parce que c'est des amis qui les ont écrits, etc. Voilà. Soit parce que ce livre m'a parlé. Mais je ne suis pas évidemment d'accord à 100% avec tous les auteurs que je cite. Et puis, comment dire, un auteur sur la durée peut dire des choses passionnantes, peut dire des choses absolument atroces. Il y a des cas, je crois que dès le début, je l'ai mis parce que je voulais le mettre, parce que pour moi, le Voyage au bout de la nuit est un roman absolument admirable, mais j'ai mis une citation de Louis-Ferdinand Céline. Euh, je l'ai mis assez rapidement, et sur la deuxième page du texte, la page 12, parce que voilà, le voyage est un texte absolument formidable. Et Céline a écrit des horreurs qui sont complètement répréhensibles. Euh, mais le voyage reste un livre fort. Voilà. Et puis oui, et puis en me rebaladant dans ma bibliothèque, je me suis posé plein de questions. Est-ce que ma question numéro un, qui n'était pas du tout une question que je me serais posée il y a 15 ans, et je trouve ça très intéressant que je me la sois posée maintenant, est-ce que ma bibliothèque est misogyne? Euh, Est-ce que j'ai plus, parce que dans ma bibliothèque, si je regarde, j'ai d'une manière générale plus d'auteurs hommes que d'auteurs femmes. Mais si je regarde les textes qui datent de ces 20 dernières années, j'ai plus de femmes que d'hommes. Si j'ai plus d'hommes que de femmes, c'est que j'ai des textes classiques. Euh, je crois que les textes les plus vieux, ça doit être quelques dramaturges grecs comme Échille, qui sont cités dans le roman. Si on regarde la littérature plutôt classique, c'est une littérature quasi exclusivement masculine. Je disais que j'ai beaucoup lu de science-fiction quand j'étais adolescent. C'était quand même une littérature très masculine. La littérature fantastique aussi, euh, si on reprend tout l'âge d'or de la science-fiction des années de l'après-guerre US, c'est une littérature quand même très masculine. Et donc ça m'a posé certaines questions. En relisant des vieux textes pour chercher une citation de Arthur Clarke, à qui on doit 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, le scénario de film qu'il a coécrit avec Kubrick, c'est d'une misogynie épouvantable, Arthur Clarke. Euh, et, euh, et donc oui, je ne suis pas d'accord avec tous les auteurs que je cite. J'ai cité Arthur Clarke parce que Rendez-vous avec Rama, 2001 sont des textes qui m'ont vraiment marqué quand j'étais adolescent. Mais quand je le relis maintenant, voilà. Très bien, ça méritait d'être posé, en effet. Dans le roman, la lecture, même le fait même d'avoir un livre, devient un geste héroïque, politique, mais surtout héroïque. Est-ce que vous pensez que la littérature puisse agir comme une contre-arme politique, puisqu'aujourd'hui, alors, pendant des années, les poètes ont fait figure de révolutionnaires ou presque. Aujourd'hui, c'est quand même plus délicat.
on a l'impression que la littérature n'a pas le même poids qu'avant. On a l'impression qu'aucun livre n'a pu changer quelque chose. Même la femme de ménage n'a pas changé les conditions précaires de ces femmes-là, c'est dire. Mais est-ce que vous voyez comment dire, une régression de la puissance de la littérature ou de la poésie aujourd'hui? Je crois pas. Je crois pas parce que si on regarde, là on est dans un point de vue très franco-français, très confortable d'une certaine façon. Quand on regarde ce qui se passe dans tous les pays où, pour une raison ou une autre, qu'elle soit politique ou religieuse, la littérature est interdite, etc. Il y a des cercles secrets, il y a euh, j'ai écouté un super documentaire l'autre jour sur France Culture sur des gens qui se passent des livres en secret en Iran pour s'ouvrir à de la littérature qui parfois est de la littérature de divertissement, hein, mais qui offre une bouffée d'oxygène par rapport à ce qu'on peut vivre dans un pays et qui a l'attrait de l'interdit et qui a l'attrait de montrer d'autres façons de vivre et d'autres modèles possibles. Donc non, je crois pas. Le, euh, Baladez-vous dans le monde. Il y a plein de pays où si vous marquez à l'aéroport ou si vous faites marquer sur votre visa ou sur votre passeport que vous êtes writer, vous allez avoir des sacrés soucis à la frontière, vous allez avoir des grosses difficultés à rentrer dans le pays, etc. Donc non, je pense que la charge politique et la charge contestataire de la littérature est encore très, 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 très largement présente. Euh, et je pense même que qu'on l'oublie parfois emporté un peu par par le confort que l'on peut avoir ici. Très bien. Ce qui est très intéressant aussi dans le roman, c'est que c'est le feu qui est omniprésent. La figure du feu va traverser le roman. Ça reste une métaphore et en même temps, c'est extrêmement vivace. Est-ce le feu qui consume le monde pour vous ou est-ce que c'est le feu qui va purifier la parole? Ou alors les deux à la fois? Pour moi, le feu, c'était très clair, hein. C'était une métaphore du réchauffement climatique, des méga incendies, des dômes de chaleur, etc. Euh, Forcément, quand j'ai commencé à travailler sur ce texte, évidemment, j'ai pensé à Ray Bradbury avec son Fahrenheit 451, qui est un roman hyper intéressant, soit dit en passant, parce que tout le monde a l'impression, tout le monde le connaît plus ou moins. Mais dans Fahrenheit 451, il y a une chose que je trouve assez fascinante. On m'avait proposé de proposer on m'avait proposé de proposer, oui, des lectures à des collégiens, et j'avais mis ce livre-là entre les mains des collégiens, et donc je l'avais relu il y a pas si longtemps que ça. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais 13, 14 ans, que je lisais beaucoup de science-fiction. Euh, et j'avais oublié complètement. En fait, les gens se désintéressent de la littérature, hein. La littérature devient interdite, et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font à côté de ça? Ils font deux choses. Ils se surendettent pour surconsommer et ils participent à une sorte de truc qui est entre le swap, c'est-à-dire la série à suivre, et le réseau social. Ils deviennent membres de la famille, donc ils se payent des grands écrans qui sont sur les murs. Et la femme de, de Guy Montag, le personnage principal de Fahrenheit 451, Mildred, elle tanne son mari pour que le quatrième mur du salon devienne un écran, et elle passe sa journée à parler à des personnages qui sont sur le mur. Elle parle au mur. Exactement comme on peut parler au mur de nos réseaux sociaux. Et cette charge-là, on est en train de parler d'un roman qui a été écrit, je crois, en 56. Elle est absolument, absolument géniale. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, quand je commence par un méga incendie et que le thème du feu revient régulièrement, j'avais cette référence pour moi à Fahrenheit 451 qui était extrêmement précise parce que c'est quand même, ça reste un livre d'une actualité, d'une très très grande actualité pour voir ce qui est en train de se passer maintenant. Alors justement, c'est un passage qui m'a beaucoup intéressé. Je vais le lire, cet extrait-là. Il y a une scène célèbre à la fin de Fahrenheit 451 où Montag, le narrateur, rencontre des gens qui ont mémorisé les contenus des livres interdits par la société. Le mieux, c'est de tout garder dans sa cervelle où personne n'ira chercher. Nous sommes tous constitués de morceaux, d'extraits d'histoire, de littérature, de droit international, Byron, Tom Paine, Machiavel, le Christ. L'idée est belle, très romanesque, mais je n'ai jamais pu y croire. La société décrite par Bradbury est totalitaire, c'est la grande différence avec notre époque. Le plus suffocant, c'est que nous ne vivons pas en dictature, quoi qu'en disent les opposants. Nous vivons dans une fragile abondance,
en étant dirigés par des gens que nous avons élus, en ayant conscience qu'autour de nous, les autres modèles de société sont souvent bien pires. Simplement, notre monde est ainsi, et dans notre monde, l'homme est ainsi. Pas une dictature, non, la crise climatique est un révélateur d'absurdité en cascade. Non seulement il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, il est aussi plus facile, du moins pour certains, d'imaginer apprendre à mourir qu'apprendre à se battre. Je trouve que là aussi, vous, c'est orienté concrètement. Il y a aussi la patte Éric Pessan, et c'est ce qui m'intéresse aussi. Vous avez parlé de Bradbury sur ce côté-là, mais sur ce penchant-là, qu'est-ce qui est d'Éric Pessan, qu'est-ce qui ne l'est pas finalement? Quelle part de vous vous avez mis dans ce personnage-là? Bon, il y a beaucoup de moi, évidemment. Je me sers de ce personnage pour exprimer, comment dire. euh, il y a une chose que je dis souvent. Euh, les adolescents me demandent, quand j'écris des romans pour adolescents et que je rencontre des lycéens ou des collégiens, ils me demandent quel message je veux faire passer, tout ça, et je dis que je n'écris pas faire passer des messages, par contre que j'écris des livres avec des valeurs qui sont les miennes et avec des pensées qui sont les miennes. Voilà. Et donc là, dans le passage que vous avez cité, il y a plein de mots qui ne sont pas de moi, mais évidemment, je les ai choisis pour faire dire quelque chose que, 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 que je pense. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas en dictature. Bien sûr, tout est, je parlais de l'Iran tout à l'heure et de réseaux de lecture clandestins et de bibliothèques clandestines destinées aux femmes en Iran. Je n'ai pas précisé ce point-là. Euh, Où, évidemment, lire un livre, un roman en Iran, on peut risquer sa peau, alors qu'en France, on ne risquera pas sa peau. Voilà. Euh, et en même temps, on voit très bien comment euh, le, la littérature et les livres sont malgré tout un enjeu de pouvoir. Euh, Sinon, en ce moment, l'extrême droite, ou on va dire une droite très pro-libérale et très autoritaire, se rue sur l'édition massivement. On est presque en inversé de ce qu'on a pu connaître dans les années 60-70, où, où la gauche et une gauche très active euh, montaient des maisons d'édition, les lancer, la découverte, tout ça, la fabrique un petit peu plus tard, pour faire passer des idées. Là, maintenant, c'est vraiment une récupération de grandes maisons d'édition par l'extrême droite. Si il donne ce pouvoir-là au livre, c'est que le livre a du pouvoir. Donc oui, on n'est pas dans une dictature. Euh, oui, j'écris des romans, c'est-à-dire des œuvres de distraction permettant de passer peut-être un bon moment. Mais oui, j'ai envie dans ces romans-là de parler du monde contemporain et de parler de tout ce qui peut m'effrayer, de tout ce qui peut me mettre mal à l'aise dans le monde dans lequel nous vivons tous ensemble, là, en ce moment. Et puis Je ne suis pas sûr d'exactement répondre à la question, mais enfin, toute votre œuvre, elle est imprégnée, les pièces, les œuvres jeunesse également, elles sont souvent imprégnées d'une propension à la pédagogie poétique. Et là, c'est la poésie intervient à travers le personnage de cette femme qui écrit en contrepoint. C'est pas pour rien, j'imagine, que c'est cette femme qui est poète. Qu'est-ce qu'elle est finalement? Est-ce que c'est une mémoire vive? Est-ce que c'est un sorte de contre-champ moral ou une forme d'archive aussi? Elle est peut-être tout ça à la fois, mais qu'est-ce que vous vouliez mettre à l'intérieur de ce personnage-là qui est extrêmement important, qui est vraiment en contre-champ? ouais, elle n'est pas une archive, c'est-à-dire qu'elle continue, elle continue, elle écrit de la poésie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que euh, elle est presque la justification pour mon narrateur de continuer lui le combat. Lui, il va plutôt être dans des actions coup de poing, il va faire ces petits happenings artistiques. Lui, il est plutôt dans ces actions-là. Mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il y a encore des gens qui continuent de croire à l'écrit, et donc elle écrit, voilà, tout simplement. Elle est dans une pratique vivante et contemporaine et évolutive de l'écriture. Et donc, elle est tout ce pourquoi lui est en train de lutter, en fait. Elle est une autrice, une poète, une poétesse qui avance sur le fil d'une œuvre dont il est peut-être le seul lecteur, mais qui justifie pour lui tous les combats qu'il est en train de mener. Alors, ça va être le moment de nous lire un premier extrait, Oui. Eric. Mais avant ça, on va prendre une petite photo de groupe. Voilà. 3, 2, 1. Et c'est bon.
C'est à vous, Eric. Voilà. Alors, je vais juste lire en fait, je vais commencer. J'ai préparé deux petits extraits. Je vais commencer juste par le début. Juste vous dire que je vais lire du Lovecraft, du Jack London, du Laura Kazisk, du Marlène j'ai jamais su prononcer son nom, mais Haushofer, Le Mur Invisible, magnifique roman, du Unicasion, du Violette-le-Duc, de Louis-Ferdinand Céline. Et je vais m'arrêter là. En fait, il y a longtemps que tout a commencé. Sur les bas-côtés, les buissons brasillaient encore, allumant dans la nuit d'éphémères flaques lumineuses, dansantes et mouvantes. Une lumière rose les enveloppait. La route venait juste d'être réouverte après que les pompiers avaient déclaré le feu plus ou moins maîtrisé. Loin devant, une voiture semblait zigzaguer un peu. Nous roulions en silence, comme engourdis, ne sachant pas si nous pourrions passer ou si un regain des vents allait attiser les braises pour redonner vie au monstrueux incendie qui ravageait la région depuis bientôt une semaine. Je roulais maintenant depuis 3 heures, et 3 heures de voiture ne me faisaient pas peur. Nous avancions, ou plutôt j'avançais, hypnotisé par les fragments du désastre que les cônes des phares me permettaient d'entrevoir. Ne sachant pas si tu dormais ou si tu contemplais, médusée, indignée et furieuse, la dévastation au dehors. Les roues de la voiture soulevaient des gerbes de ces eaux sales larguées par les canadaires ayant effectué des rotations depuis plusieurs jours. Les phares révélaient un paysage abstrait. Une chose remuée par le vent imitait une révolte. Il devrait y avoir un moyen d'empêcher ces choses-là. Seuls subsistaient quelques troncs ébranchés ci et là, ressemblant à des pics attendant d'embrocher les têtes des responsables. Un instant, j'ai eu une vision. J'ai vu les visages des patrons du CAC 40 et ceux des multimilliardaires jet-setters plantés au sommet des arbres calcinés. C'étaient eux les responsables. Il est trop facile d'en attribuer la faute à la misère. C'était pour eux que les pics se dressaient, comme un appel désespéré. Pas pour le type qui avait jeté un mégot, mais bien pour ceux qui avaient entre les mains la possibilité de freiner notre descente vers les enfers. Et Merci, donc Eric. j'ai été jusqu'à Kawabata. Pardon. Très bien. Est-ce qu'il y a une citation qui germe en vous que vous vouliez absolument caser ou mettre dans ce livre-là? Est-ce qu'il y a... Ça marchait jamais. Quand il y avait un truc, C'est je me vrai? disais, ah, ça c'est super, je vais le mettre. Et en fait, j'arrivais jamais à la mettre. Donc ça marchait pas. Ouais. Il y a même des textes qui me sont chers que j'ai jamais pu faire rentrer dans le livre. Euh, parce que ça passait pas à l'endroit où je voulais les mettre. Non, 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 ça marchait pas. Est-ce que d'ailleurs ça va être un procédé que vous allez potentiellement continuer sur d'autres livres, que ce soit en jeunesse ou ici? Est-ce que c'est... Je sais ça vous a- pas, Ouais. j'en sais rien. Là, pour l'instant, non, parce que 3 ans à passer au tamis ma bibliothèque pour trouver des citations, ça m'a un peu suffi. J'en sais rien en fait, je sais pas. Je suis pas du tout programmatique. Je, je, j'avance dans mes écritures, j'avance dans mes projets et je verrai bien. Je m'interdis pas de le refaire, mais pour l'instant, je n'ai aucun projet dans ce sens-là. Faudra attendre le prochain déménagement. Sandra, c'est à toi. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde et bonsoir Eric. Vous avez commencé un petit peu à répondre en fait à ma question à l'instant sur d'éventuels projets. En fait, je suis loin d'avoir lu tous vos livres, hein, très loin, mais j'en ai lu quelques-uns. Je ne connaissais pas la grande décharge. Je regarde ce que j'ai noté tout à l'heure et je l'ai noté. Mais en fait, quand on regarde un peu votre bibliographie, on se rend compte que à chaque fois, vous créez quand même souvent la surprise sur la forme, notamment sur la manière de raconter les choses, quand même très souvent. En tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'était souvent le cas. Et je me posais la question, en fait, de savoir si vous sentiez que, je sais pas, parfois, si vous sentiez une limite à tout ça, si vous avez tout exploré, mais certainement pas, parce que la littérature est vaste. Mais est-ce que vous vous posez ce genre de questions, en fait? Et notamment, voilà, sur de futurs projets, est-ce que vous avez encore des projets assez originaux, assez singuliers, sur le plan formel, notamment? Oui, j'espère. C'est-à-dire que, en fait, je publie depuis 25 ans maintenant. J'ai pas envie de me répéter, même si forcément il y a des thématiques qui vont revenir, etc. Mais j'ai pas du tout envie de me répéter. Alors j'ai trouvé deux solutions pour pas me répéter, c'est de m'autoriser un champ très très large. J'écris des romans pour la jeunesse, j'écris du théâtre pour adultes et pour la jeunesse, j'écris des romans, j'écris de la poésie, j'ai écrit des essais, j'ai écrit des récits, j'ai écrit des textes un peu hybrides. On ne sait pas trop dans
quelle catégorie ranger, et qui sont souvent d'ailleurs rangés dans une catégorie poésie. Euh, donc ça, c'est un moyen pour éviter de me répéter. Et puis l'autre moyen, c'est en effet, c'est de trouver des formes. Moi, j'ai toujours besoin de savoir qui parle, d'où ça parle, comment ça parle. Je sais qu'il y a un pacte tacite, on commence un roman et quelqu'un nous dit longtemps je me suis couché de bonne heure pour reprendre, voilà. Et puis on rentre dans une histoire et puis il y a un pacte tacite. Moi, j'aime bien me dire euh, comment ça parle, d'où ça parle, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, voilà, et j'aime bien aussi beaucoup utiliser les formes d'un genre littéraire dans un autre. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé dans le roman les unités du théâtre classique, unités de temps, de lieu d'action. Ça, dans un roman, je trouve que c'est merveilleux. Vous pouvez avoir un roman qui commence au moment où le train s'arrête parce qu'il vient de rouler sur quelqu'un et le roman va s'arrêter au moment où le train va redémarrer 3, 4 heures après, ou une nuit d'errance dans New York pour un roman adolescent. Ces unités, je les trouve formidables. Et je ne les utilise pas du tout quand je fais du théâtre, généralement. C'est beaucoup plus polyphonique et beaucoup plus éclaté. Donc oui, j'ai besoin de, j'ai besoin de continuer à m'interroger sur les formes de ce que j'écris et de trouver surtout une adéquation. Je ne veux pas que les formes soient gratuites, hein. Là, c'est pas gratuit d'utiliser des citations dans ce texte-là. C'est absolument pas gratuit. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de l'histoire que tu es en train de raconter. Donc, pour répondre à votre question, j'espère bien. Voilà. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment, j'aurais tout dit, je serai sec. Mais j'ai encore quelques projets. Oui, et j'espère bien continuer à me déplacer. Oui. Joël, c'est à toi. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question concernant le titre. Alors, j'ai pas encore lu le roman, il est malheureusement pas arrivé à temps chez ma libraire, mais voilà, c'est un titre assez long. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce titre? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Est-ce que c'est votre éditeur? Voilà. Alors, ça a été une prise de tête, ce titre. Ça a été une vraie prise de tête parce que j'avais pas vraiment de titre. J'avais noté des trucs au tout début où j'ai commencé à l'écrire. J'avais appelé ça la solastalgie. La solastalgie, vous savez, c'est c'est un terme d'un philosophe australien qui parle un peu c'est une espèce de nostalgie du temps où le climat n'était pas déréglé comme ça. Ça parle beaucoup d'éco-anxiété. C'est un terme un peu compliqué, voilà. Après, j'avais une super idée, je voulais l'appeler Anatomie de quelque chose. Et puis, bang, le film Anatomie d'une chute est sorti juste à ce moment-là. Euh, et David Malmons, l'éditeur de Forge de Bouquin, qui est un garçon très raisonnable, m'a dit, Eric, on peut plus le faire, tu sais. Voilà, donc en fait, ça a été, c'est-à-dire que le livre était fini d'écrire, on avait même fini de le corriger et puis on n'avait toujours pas de titre. Donc on a passé, je crois, une semaine à s'envoyer des titres comme ça. Et il s'est construit petit à petit, en fait, ce titre-là. Il s'est construit dans un dialogue avec mon éditeur. Et en définitive, euh, on était tombé d'accord sur un truc dès le début. On ne prend pas un titre long. Et puis c'est devenu On ne verra pas les fleurs le long de la route, qui s'est vraiment fait ensemble et mot à mot. Et il me plaît bien, moi, ce titre-là, maintenant. Voilà. Et, euh, et, il- et il part, et en tout cas, il dit quelque chose qui est vraiment très central au roman, c'est-à-dire que ce couple se déplace tout le temps. Voilà. Il y a un moment d'arrêt où l'homme il va rester seul d'ailleurs, mais sinon, il y a un déplacement constant. C'est un road trip, quoi. Ça bouge tout le temps. Et avec le changement climatique, avec les incendies, etc., tout brûle, il traverse des personnages, des paysages dévastés. Ensuite, il y a un autre passage avec des inondations, des coulées de boue, tout ça. Donc, ça correspondait bien. Oui. Il y avait quelque chose dans un climat qui correspondait bien. Euh, voilà, on est tombé d'accord parce que j'avais aussi, je dois avoir 3 pages de citations quelque part qui auraient pu faire titre, mais on était tombé d'accord aussi pour ne pas prendre une citation pour faire le titre. Donc, ça s'est construit à deux. C'est aussi un des rapports très agréables qu'on peut avoir quand on travaille avec un éditeur, c'est-à-dire des moments où on va réfléchir ensemble sur un aspect très précis du texte, ou là, en l'occurrence du titre.
C'est un texte, en effet, double injonction, une promesse, une négation. C'est vrai il est très intéressant comme texte. Ça fait partie des plus beaux titres, à mon sens, du catalogue des Forges. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de choses qui viennent à travers ce titre, qui n'est pas forcément facilement mémorable. Ça va être très dur, en effet, pour peut-être pour les libraires et pour les lecteurs, mais pour le coup, il est très beau. J'aimerais qu'on parle de cette culpabilité collective parce qu'il y a un passage qui m'a intéressé et qu'on voit pas si souvent. On tape souvent finalement aujourd'hui dans la société sur les plus riches finalement. Et là, vous faites la part belle au collectif, au sens collectif des choses. Je vous cite. Je fais partie des gens qui ont appris à lire et à écrire à l'école. Les guerres mondiales et les régimes totalitaires étaient au programme. Je me demande si, plus tard, les écoliers à qui l'on n'enseigne plus à lire ni à écrire apprendront combien nous étions tous devenus fous, dirigeants comme dirigés. Il ne faudrait pas faire peser les torts sur les épaules de ceux qui ont le pouvoir économique ou politique. Nous sommes tous coupables d'avoir accepté, d'avoir continué à prendre nos voitures, remplir nos piscines. Indubitablement, le renoncement à l'écriture creuse en vous un trou qui ressemble au trou du langage. Il vous faudra lutter pour ne pas y tomber tout entier. Partout, je ne vois que ces approches, ces reculs fins, ces fuites et ces poursuites, ces agaceries et ces frottements, ces chocs, ces caresses, ces morsures, ces étreintes. Les gens vivent, veulent vivre, ne sont pas capables de dire stop ou de mettre volontairement genou à terre. Et pour le coup, vous citez parfois, il y a beaucoup de vous aussi dans ce passage-là, et il y a parfois Sandrine Bourguignon et Nathalie Sarraute. Je trouve que c'est intéressant, cette vision-là également. Je trouve qu'on l'entend pas, elle est plutôt inédite. Et je vous trouve en fait très juste dans la manière d'évoquer certaines choses. Je ne sais pas si là, ça fait partie de ce que vous pensez ou pas, mais dans ce passage-là, je trouve que vous avez raison de parler du collectif et non pas uniquement d'une certaine partie. Bien sûr, on accepte, on avale les couleuvres en permanence et on les avale parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà. Enfin voilà, et on le voit bien. Moi, je suis vraiment persuadé de ça, hein. Là, c'est une conviction très profonde. C'est-à-dire que si, si on arrive à un peu améliorer les choses, nous autres habitants des pays industrialisés de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, euh, on aura à répondre collectivement de l'état dans lequel on laisse la planète. Voilà. Moi, ça, j'en suis absolument persuadé. Et il y a plein de moments où euh, euh, un des trucs que j'entends le plus dans mes amis très politisés, c'est ça va péter, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça va péter. Or, ça ne pète pas. On voit bien que même les résultats des urnes et des élections sont parfois pas suivis d'effet par le pouvoir politique dans notre pays, dans notre propre pays, ce qui s'est passé avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça ne pète pas. Voilà, il y a une espèce à la fois de résignation, de grande fatigue, hein. Je ne dis pas qu'on est tous des lâches et qu'on est inexcusable. Il y a plein de raisons objectives, il y a plein de raisons sociologiques et psychologiques qui peuvent montrer ça. On a peur de perdre aussi ce qu'on a, mais, euh, mais ça ne pète pas, ça ne pète toujours pas. Et donc je pense que oui, on est tous, d'une façon ou d'une autre, responsables de ce qui se passe autour de nous, bien sûr. Et passif. Et avec une certaine passivité, oui, bien sûr, avec une certaine passivité. Euh, j'ai fait beaucoup de manifestations. J'ai beaucoup respiré de gaz lacrymogènes. J'ai assisté à des violences policières qui étaient hallucinantes. Et en même temps, ça n'a pas changé grand-chose au fait que, voilà, on manifeste moins. C'est tout. Ce temps-ci, on manifeste beaucoup moins parce qu'il y a une lassitude et parce que tous les combats qui ont été menés n'ont pas été gagnés. Oui, je pense qu'il y a il y a une immense lassitude, une immense crainte, et on se cramponne sur nos acquis en les voyant s'effriter les uns après les autres, hein, bien sûr. Un autre passage qui m'a surpris, vous dites à un moment donné que les pays occidentaux ont été les premiers à abandonner l'écriture et la lecture, peu à peu suivis par une bonne partie du monde, et paradoxe des paradoxes, seuls les intégristes religieux continuent aujourd'hui d'apprendre le maniement des mots à leurs adeptes dans quelques écoles coraniques, talmudiques ou catholiques ultra-orthodoxes et traditionnalistes. C'est en effet quelque chose qui
Je sais pas si alors, c'est difficile de savoir si ça va se passer ou si c'est plausible, mais c'est intéressant de voir que la religion est finalement le dernier terreau des mots, le dernier terreau de la littérature. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire ou pas? C'est intéressant comme Oui, passage, je trouve. en fait, c'est-à-dire que, comment dire, à partir du moment où on met en place une situation fictionnelle, donc l'arrêt complet du livre, enfin de la lecture et de l'écriture, j'essaye de pousser ma propre idée dans ses propres retranchements, y compris en allant vers des secteurs qui ne me plaisent pas. Ça, c'est un très bon exemple que vous venez de soulever, c'est-à-dire que c'est une chose que j'ai écrite parce que je la pense, mais elle ne me plaît pas. Mais voilà, je pense qu'il y a une certaine logique là-dedans. Euh, je, je, euh, je crois que le rapport au livre, en tant qu'objet sacré, est très très fort et vraiment extrêmement fort pour certains intégrismes religieux, oui, bien sûr, complètement. Et donc, je pense que pour eux, ça sera plus difficile d'abandonner le livre parce que le livre est sacré et que même si, euh, même si pour avoir pratiqué beaucoup les ateliers d'écriture, je me rends compte qu'il y a plein de jeunes gens qui sont très très attachés à un livre sacré, quel qu'il soit, mais qui ne l'ont jamais lu. Mais le livre est sacré pour eux. Donc oui, ce petit passage fait partie de... pour moi, c'est une conséquence logique. C'est-à-dire, à partir du moment où j'écris quelque chose, euh, j'essaye d'aller, même si je peux aller vers la littérature de genre, parfois vers le fantastique ou la science-fiction, j'essaye d'aller jusqu'au bout de la logique. Et pour moi, ça fait évidemment partie de la logique. Très bien, très bien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui en dit long aussi sur. Je vous cite beaucoup, hein, mais c'est le jeu aussi, hein, parce que pour le coup, vous avez cité beaucoup d'auteurs. Moi, je vous cite aussi beaucoup. Ce n'est pas uniquement de vous, mais finalement, je poserai ma question juste après, je vous lirai juste après. Mais quand vous avez écrit tout ça, finalement, c'est très noble, en effet, d'avoir cité tous ces auteurs. Mais est-ce que inconsciemment, finalement, qui a inspiré qui? On a l'impression que ces phrases de tous ces auteurs, vous les avez digérées, elles sont presque de vous, entre guillemets, comme un traducteur pourrait le faire avec un auteur étranger. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une intertextualité entre ces auteurs-là et votre texte qui fait que, pour moi, c'est vous qui écrivez. Oui, bien sûr. Mais en fait, clairement, je suis devenu écrivain parce que j'étais lecteur et parce que je suis lecteur, je continue de beaucoup lire. Enfin, voilà, je lis, je lis en permanence. La lecture est hyper importante pour moi. Donc je lis. Enfin, voilà. Donc forcément, j'ai trouvé aussi ma voie propre avec un X à force de fréquenter les voies des autres. Donc tout ça, forcément, tout ça fait partie de moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir une bibliothèque en tête, mais c'est normal quand on est un grand lecteur. Il y a plein de moments où je vais vivre quelque chose et ça me fait penser, tiens, il y a dans tel livre, ça, on parle de ça je l'ai déjà vu là, et ainsi de suite. Et même en lisant maintenant des jeunes auteurs, parfois je me dis, ah tiens, est-ce qu'il a lu ce livre-là ou cet autre livre, etc. Parce que ça me fait penser à ça. Enfin, c'est ce qu'on appelle, d'une manière générale, la culture générale. Et en fait, tout ça, oui, je l'ai englobé et ça fait partie de moi. Et c'était d'ailleurs le pari d'écriture, hein, c'est-à-dire, euh, on s'est posé plein de questions avec l'éditeur aussi sur la forme du livre. On a décidé de garder les notes en bas de page. On aurait pu les mettre tout à la fin de l'ouvrage. On aurait pu ne mettre aucune note et j'aurais pu faire croire que ce livre, j'avais tout écrit. Il fallait quand même que ça conserve la fluidité absolue de ma langue propre. Et ça, dans le choix des citations que j'ai pu trouver, euh, il y a parfois des très belles images, hein. Je me suis dit, ah, ça, c'est une super image. Allez, hop, dans mon sac, je la pique. Mais il y a des fois presque des banalités, et puis des fois des morceaux de phrases qui, avec mis un autre morceau de phrase de quelqu'un d'autre, créent quelque chose que j'aurais pu écrire moi. Voilà. Donc oui, d'une certaine façon, j'ai métabolisé tout ça pour en faire ma propre langue. Se méfier des penseurs dont l'esprit ne fonctionne qu'à partir d'une citation. Émile Cioran. C'est intéressant d'avoir mis ça aussi. C'est une sorte de mise en abîme de... Est-ce qu'on doit se méfier de vous, Éric Pessan? Non, mais en fait, comment dire?
La citation, enfin, euh, la citation, elle est partout, en fait. Quand on se balade sur les réseaux sociaux, là, vous avez plein de gens qui mettent des citations avec un joli fond derrière, sur une image, tout ça. Et on sait très bien qu'une citation extraite d'un contexte peut vouloir dire tout et son inverse. Voilà. Donc ça, c'est absolument clair. Je me suis fait avoir il y a très, très, très longtemps dans un texte publié aux éditions du Chemin de Fer où j'ai cité une fausse citation de Lewis Carroll qu'on voit partout. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un? Voilà, qui est une citation. Ça, tapez Lewis Carroll sur n'importe quel dictionnaire de citation, vous allez trouver cette citation en premier. Lewis Carroll n'a jamais écrit ça. J'étais très, très, très content de pouvoir écrire à l'éditrice des éditions de l'Olivier, dans le dernier Cordman McCarthy, il y a une citation de Platon que Platon n'a jamais écrite. Même le grand Cordman McCarthy s'est fait avoir. Euh, donc, bon, on m'a dit que le traducteur s'en était rendu compte, mais McCarthy étant mourant, et puis, enfin voilà, bref, ils l'ont gardé en tant que tel. Mais oui, les citations, il y a plein de fautes citations qui circulent, et puis une citation isolée ne veut absolument, absolument rien dire. On ne pense pas, et c'est pour ça que j'ai mis ce texte de Sioran, parce que enfin, je le trouve assez drôle. On ne pense pas avec juste une citation. On a besoin d'un contexte, on a besoin d'un développement, on a besoin d'une pensée, voilà. Euh, Ce qui m'intéressait encore en plus dans le fait de prendre toutes ces citations, c'était le jeu de langue que ça produisait. Voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de poésie d'ailleurs. Je me suis beaucoup, beaucoup servi de ma bibliothèque poétique dans ce texte-là. Et ça a créé, ouais, ça a créé des images, ça a créé des bifurcations, ça a créé brusquement des fulgurances. C'était plus ça qui m'intéressait souvent que le sens précis d'une phrase, parce que ce sens-là, je pouvais le recombiner comme je voulais, moi, à ma manière, en prenant des petits bouts dans plusieurs livres différents. Et la dernière citation que j'aimerais euh, dictée, c'est celle-ci, puisqu'elle va concerner certaines personnes ici qui sont souvent présentes sur les réseaux sociaux. Euh, les gens ne croient plus qu'à la force minime, mais toute puissante, de leur pouce. Je trouve c'est Rodrigo Fressan qui dit ça dans Le Fond du Oui, ciel. dans le Euh, fond du ciel. je la redis, les gens ne croient plus qu'à la force minime, mais toute puissante, de leur pouce. Je trouve qu'elle est extrêmement puissante, cette citation. Pour le coup, elle en dit long aussi sur ce qu'on vit au quotidien, de manière consciente ou inconsciente. Tout à l'heure, en tout début d'interview, vous parliez de ces jeunes que vous voyez quotidiennement moins lire. En tout cas, c'est vrai que quand on dit que les jeunes lisent pas du tout ou moins, on se fait souvent taper dessus parce qu'on nous rétorque que ce n'est pas vrai, que les jeunes lisent différemment, des mangas, des supports audio, vous en avez parlé. Il y a un long passage également sur les podcasts et le contenu différent qu'on peut avoir. Est-ce que c'est de la lecture, de la littérature? Ça, c'est encore un autre débat. Mais quel est votre avis là-dessus sur ce numérique, sur la gestion de ces pouces au quotidien qui finalement croissent de plus en plus? Est-ce que vous avez un avis tranché sur la question? Oui, moi je trouve en culpabilité, enfin, donc les jeunes lisent beaucoup moins. Il y a plein d'études qui sont faites. En gros, là, les 13-20 ans lisent en moyenne 12 minutes par jour. Et ils passent en moyenne 5h06 sur les écrans par jour. Et quand ils lisent, à plus de 50%, ils font autre chose. Ils regardent un film ou ils font quelque chose d'autre en même temps qu'ils lisent. Voilà. Donc les jeunes, toutes les études montrent que les jeunes ne lisent pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ça, c'est une donnée précise, chiffrée, voilà, établie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On surculpabilise les jeunes. En même temps, on leur offre dès l'entrée au collège un smartphone avec de la connexion illimitée. Ils ont des abonnements pour regarder des chaînes de streaming, etc. Ils ont ils ont des jeux en ligne. Enfin, moi, j'ai grandi dans un monde, alors je le dis souvent aux jeunes gens, j'ai grandi dans un monde où, quand j'étais au collège, mes parents n'avaient pas encore acheté des magnétoscopes. Il y avait 5 chaînes à la télévision française, donc Canal+, ils n'avaient pas le décodeur, donc c'était codé. Internet était une arme secrète de l'armée américaine qui permettait d'envoyer des données informatiques via les lignes téléphoniques. Le téléphone était posé dans le salon et dès que j'appelais quelqu'un, plus de 2 minutes, ma mère venait et me disait qu'il fallait que je raccroche parce que ça coûtait trop cher.
Et donc, et les jeux vidéo, il y avait pas de, euh, le premier jeu vidéo que j'ai eu, je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans, et c'était un ping-pong avec deux petits pixels comme ça qui se baladaient, et le truc qui allait, qui faisait pic, 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 on pouvait avoir des vitesses plus ou moins longues. C'est-à-dire si ensuite Tetris ou Pac-Man, c'était un progrès fulgurant. Donc, en même temps, les jeunes gens, ils ont 10 000 moyens d'occuper leur pouce autrement que par la lecture, et en même temps, on les culpabilise de ne pas lire. Mais c'est normal. Moi, j'aurais 12 ans aujourd'hui, je ne lirai pas. Ça, c'est absolument clair. Je ferai 10 000 autres trucs que de lire. C'est une évidence absolue. Donc voilà, donc oui, ils ont d'autres modèles. Ils ont un rejet assez massif de la lecture, c'est vrai. Je vois aussi des jeunes gens après qui lisent des choses, des fan art, beaucoup. Ils sont sur des réseaux sociaux de, euh, de- où ils trouvent des textes écrits par d'autres jeunes gens comme eux. Ils écoutent des histoires, ils écoutent des choses, ils regardent des séries. Ils ont d'autres pratiques culturelles que la lecture. Mais c'est évident. Mais le monde entier est organisé pour leur permettre de faire autre chose que la lecture. Et la grande hypocrisie, c'est qu'on essaye de les culpabiliser de ne pas lire, alors qu'on fait tout, on leur offre tout pour qu'ils fassent autre chose que lire. Donc, ce paradoxe-là, déjà, si on en prend conscience, je pense que ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Autre paradoxe, 2026 est l'année de la grande cause nationale de la lecture. Le budget de l'ensemble des institutions du livre est de moins 25%, et ce qui permet à des écrivains comme moi d'intervenir dans les classes, le Pass Culture, est en baisse drastique et les financements sont en train de disparaître. Donc voilà, mais bon, il y a plein. On est quand même face à plein de paradoxes. On est bien d'accord, en effet. On a vu la baisse récente de 25%. Rythmiquement, le texte, il est à la fois très dense, à la fois sec, luxuriant. On a l'impression que vous naviguez comme ça dans une sorte de tempo crescendo, décrescendo. C'est très ondulant, je trouve, comme texte. Comment vous avez travaillé ce rythme-là? Comment vous avez décidé de hâter la parole, de ralentir la phrase? C'est avec des citations en même temps. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un travail d'orfèvrerie, là. Mm. En fait, moi, j'ai pas l'impression. Alors, ça a été beaucoup plus long parce que je cherchais toujours ailleurs que dans ma tête ce qui allait continuer la phrase. Mais en fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé différemment ce livre-là que les autres. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est le rythme que j'avais en tête qui venait s'imposer parce que les, les phrases. Trouver les phrases qui allaient me permettre d'avancer dans ce rythme. Ce que m'a apporté les citations, c'est parfois des choses que je n'avais pas prévues. Par exemple, je me suis rendu compte aussi que les écrivains adoraient décrire le bord de mer. Donc je me suis dit, bon, allez, hop, ils vont aller au bord de la mer à un moment ou à un autre. Ils vont monter jusqu'en Bretagne et puis ils vont aller au bord de l'eau parce que plus je prenais des livres, plus je voyais des scènes, des descriptions de plages, de vent, etc., de mer, de flots, de vagues. Je me suis dit, bon, allez, j'ai suffisamment de matière, tiens, pour aller là-dedans. Donc, des fois, me laissais guider par ce que j'allais trouver, mais au niveau après du rythme, euh, non, enfin, j'ai pas eu l'impression de, de changer grand-chose à ma manière d'écrire. J'aime bien ça, travailler sur le rythme, sur les vitesses, etc. Et encore une fois, je crois que là, c'est la fréquentation de la poésie qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire ça. Et puis, quelque chose d'important dont on n'a pas parlé tout à l'heure sur la citation, c'est qu'il y a une variété d'auteurs, de maisons d'édition, de dates, enfin certains contemporains, d'autres beaucoup plus anciens, mais il y a une vraie bibliothèque, il y a un vrai lecteur derrière Eric Pessan, un vrai lecteur pointilleux, précis, qui sait cultiver la diversité clairement littéraire. Ça, c'est aussi un atout fort de ce livre-là, c'est que ça nous permet évidemment de piocher dans beaucoup d'autres auteurs. On a envie de lire un certain nombre. Clairement, on a envie quand on a lu certains auteurs d'ailleurs en note de bas de page, on a envie parfois de les relire. Ça nous fait penser à des personnes, à des auteurs qu'on a côtoyés parfois, notamment ici en Velin. Il y en a un certain nombre qui sont venus ici d'ailleurs. Mais quel est votre rapport justement à cette lecture? Vous êtes un lecteur assidu, mais est-ce que vous choisissez, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez peut-être un auteur, un lecteur misogyne par rapport
à la composition d'une bibliothèque, même si je vous trouve dur quand même, parce que c'est qu'on peut pas. Non, euh, non, non, voilà, mais j'ai pas dit ça. Je me suis peut-être, oui, demandé si ma bibliothèque oui, n'était pas c'est ça. misogyne. Et ma bibliothèque, elle est l'effet de ce à quoi ressemble Le monde. le monde littéraire, hein. C'est-à-dire D'accord. en gros, jusqu'à l'après-guerre mondiale, après-seconde guerre mondiale, la littérature était quasi exclusivement masculine. Et elle s'est féminisée petit à petit, en fait. Ouais. Oui. Donc ma En fait, question était, donc, voilà, ma question étant, est-ce que vous choisissez aussi vos livres en fonction d'une maison d'édition, en fonction oui. d'une particularité, d'une singularité? Ouais, bien sûr, oui. C'est vrai que de façon très claire, hein, mais si je me retrouve en librairie, je vais plutôt tendance à regarder d'abord les petits éditeurs indépendants avant de regarder les grosses maisons d'édition parce que je sais que la bibliodiversité, elle est essentielle et tout le travail de défrichage, de découverte et parfois d'expérimentation, il est plus dans les petites maisons que dans les grosses maisons installées. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les grosses maisons font des textes inintéressants, etc. J'en ai beaucoup autour de moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même ce regard. J'ai quand même ce regard-là. Et c'est peut-être quelque chose aussi quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de radio et plutôt des émissions musicales. Et je sais que euh, suivre un label discographique, regarder ce que fait un label discographique, c'était pour moi très important. Voilà. Euh, je me ruais sur un nouveau groupe signé par à Nantes, il y avait un label Lithium qui avait signé Dominica, Jérôme Minière, qui signait des chanteurs que j'aimais beaucoup, le label 4AD, le label des Pixies, de Dead Can Dance, tout ça. S'il y avait des nouvelles signatures sur ces labels, je me ruais dessus pour savoir qu'est-ce que ça allait être, quoi. Une nouveauté Domino, une nouveauté Mute, enfin bref, peu importe. Et j'ai plutôt cette tendance aussi à regarder énormément d'éditeurs indépendants. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de textes des forges. Bon, c'était aussi un clin d'œil, mais il y a des éditeurs indépendants dont j'aime énormément le travail, avec qui soit j'ai travaillé, hein, il doit y avoir pas mal de textes des éditions Latentes qui sont à Bordeaux, de Lanskin, qui est un de mes éditeurs de poésie. Euh, il y a beaucoup de textes, je sais pas, de Kidam, des éditions d'eau, de La Peuplade, de, enfin, voilà, dès que je veux en citer, évidemment, j'en oublie plein, mais qui sont des éditeurs qui, pour moi, font un formidable travail de défrichage, d'attention, de regard sur la littérature et ce que peut nous offrir la littérature. Voilà. Volontariste, enfin, j'ai quelque chose de très volontariste là-dedans. Je lis beaucoup de choses issues de cette édition indépendante. Et quand j'ai commencé à constituer mon corpus de textes euh, pour, euh, pour écrire ce roman-là, j'avais vraiment envie aussi d'aller vers ces maisons d'édition-là, qui ont peut-être plus besoin d'un regard que des choses très installées, quoi. Très bien. Et vous êtes tombé ici ce soir dans la bonne maison aussi, clairement. On y est. Je pose régulièrement deux questions aux auteurs qui passent ici. La première, c'est justement de choisir un livre méconnu. Alors là, il y en a plus de 1036 ou presque. Ouais. Il y en a peut-être au moins 800 qui sont méconnus. Il y en a beaucoup qui sont, je trouve, méconnus, qui mériteraient d'avoir davantage de lumière. Et vous le faites très bien dans ce livre-là. Qui avez-vous choisi ce soir de remettre en lumière? Alors, c'est terrible parce qu'en fait, j'ai eu le mail hier soir, j'ai pris plein de livres de façon très compulsive, et puis je n'y arrivais pas, voilà. Et donc je vais tomber sur. Alors, je me suis dit, tiens, Les Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition qui a commencé par l'imaginaire, avec quand même un gros pôle science-fiction au niveau des forges. Et donc, j'ai décidé de faire un hommage à la science-fiction que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent. Et en fait, c'est pas forcément même un livre, alors je triche, hein, c'est l'anthologie de Gérard Klein. Donc, il y a 36 volumes qui s'appellent. C'est la grande anthologie de la science-fiction. Là, c'est Histoire de machine que j'ai entre les mains. Voilà. Donc, c'était des nouvelles d'auteurs venus du monde entier. Une immense majorité d'auteurs américains, quand même, et qui sont classés par thème voyage dans le temps, voyage interstellaire, il y a un volume de histoire de sexe-fiction, histoire de. Enfin, voilà. Et donc, voilà, histoire de machine. Je dois avoir une édition plus vieille ou plus récente, je ne sais pas. Et dedans, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y avait des découvertes. Il y a il y a un texte qui s'appelle Le réacteur Warp
de Lyon Miller, qui doit être le seul texte écrit par Lyon Miller, qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu. Et c'est une science-fiction qui me plaît parce qu'elle est très poétique, qui est l'histoire d'un garçon qui est un peu retardé mental, qui va dans une décharge et qui prend des pièces dans la décharge, des pièces mécaniques, qui les assemble pendant des mois et des mois. Et puis quand il a fini, il a fait une espèce de truc avec des morceaux de décharge, il appuie, il tire un levier et ça décolle. Et il a créé l'antigravité. Et toute la communauté scientifique du monde entier vient voir ce qui se passe. Et puis à un moment, bah, il rabaisse le truc, il redémonte pièce à pièce, il met dans la décharge et personne ne comprend jamais rien. C'est poétique, c'est hyper beau. Euh, et ça, c'est une des valeurs de la science-fiction que j'aimais beaucoup. Et il y a un autre texte dedans de Murray Leinster, pardon, un logique nommé Jo, qui est un texte qui date, je crois, de 1940. C'est un très très vieux texte de science-fiction, 1946, et qui décrit Internet. Qu'est-ce qu'est Internet? Voilà, ça décrit exactement le web aujourd'hui. C'est-à-dire que les télévisions sont connectées entre elles, il y a des caméras, on peut regarder la météo, mais on peut suivre la vie des stars aussi. Il y a des réseaux sociaux. Ça décrit absolument ce qu'est Internet, ce texte-là de 1946. Et ça, c'est une des belles choses aussi de la science-fiction. Je dis souvent que mes convictions politiques, moi, je les ai eues en lisant les grands classiques des dystopies qu'on n'appelait pas encore les dystopies de la science-fiction. Mais une partie de mon imaginaire s'est développée avec. Donc, je ne sais pas si on les trouve encore, ces anthologies, mais il y a 36 volumes. Et ça a bercé quand même quelques années de mon enfant, de mon adolescence, la lecture de tout ça. Voilà. Je suis très content que vous ayez choisi ça parce qu'en effet, ça a aussi bercé la mienne. Et pour le coup, alors pas forcément celui-là, mais en tout cas, on a l'impression que la SF n'a pas toujours été écoutée. Et c'est dommage parce qu'on a Mm. l'impression qu'elle avait déjà tout prévu, que ce soit Asimov, Dick et Philippe K. Dick et autres. Et c'est dommage que la société ne s'en imprègne pas, ne s'en inspire pas. On a l'impression que c'est la société qui a copié sur la SF et pas forcément l'inverse. Bref, je suis très content que vous ayez choisi ça. Ma deuxième question, c'est celle d'échanger sa place avec un personnage de fiction, un personnage que vous aimeriez incarner pendant 24 heures, pendant une journée. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous changeriez sa destinée, Eric? Alors, il y a quelques années, j'ai écrit ce livre, qui est un gros livre, Quichotte, autoportrait chevaleresque, où j'ai invité Don Quichotte à venir dans le monde contemporain pour régler certains petits problèmes. Il cassait la gueule à Donald Trump, par exemple. C'était le premier mandat de Trump. Donc évidemment, moi, je suis un amoureux inconditionnel de Don Quichotte. Donc oui, j'aimerais bien être Don Quichotte. Ce que j'aime beaucoup chez Quichotte, c'est que il est vu un peu comme un fou, mais en fait, c'est un idéaliste, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a un idéal et qui fera plier le monde à son idéal. Et ça, c'est formidable. Voilà. Il y a une très belle euh, présentation de Quichotte par un auteur argentin qui s'appelle Juan José Saer. Juan José Saer disait que Quichotte était un mélancolique qui veut changer le monde. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Et j'aimerais bien être Quichotte. Et si je devais changer quelque chose avec lui, c'est quand même son rapport amoureux, parce que c'est pas possible avec du ciné là, qui se trompe complètement. Autant je veux bien qu'il affronte le monde entier, qu'il ne cède pas, qui décide d'affronter le monde comme un écrivain peut l'affronter en réécrivant le réel en permanence, parce que c'est ça qu'il fait. Il réinjecte du merveilleux en permanence dans le monde, parce qu'il veut un monde juste, parce qu'il veut se battre. Autant qui se rend compte que si j'étais vraiment Quichotte, j'aimerais vraiment que, que l'amour avec Dulcinée ne soit pas que cérébral et que ce soit pas qu'une vaste erreur. Ça serait bien quand même que Quichotte rencontre sa vraie Dulcinée. Voilà. Et puis, quel autre auteur peut citer Juan José Saer au tripode que Éric Pessan? C'est quand même plutôt rare. Ou Roberto Bolaño. Et donc, rien que pour ça, il faudrait déjà lire ce livre. Eric, c'est le moment de nous lire un second extrait avant que nous concluions, sauf s'il y a encore des questions. C'est à vous, Eric. Alors c'est vers le début aussi, hein. C'était pour parler justement de cet abandon de la lecture. Je ne sais pas comment les gens font pour réfléchir sans lire et écrire. J'ai besoin des livres pour penser. C'est un mouvement de désir toujours relancé, un mouvement vivace, joyeux grave, illuminé, joueur et implacable en même temps, constamment animé par une fantastique invention verbale. Je veux écrire,
Lire était aussi une façon de vivre. C'est quelque chose que j'ai déjà à plusieurs reprises laissé entendre en ces lignes. Je ne dis pas que les podcasts et autres créations orales sont mauvaises ou inintéressantes. Les créateurs se sont emparés du son et de l'image avec grâce et talent. Il y a dans les œuvres sonores autant d'impertinence, de contestation, d'esprit critique qu'autrefois dans les livres. Il y a également autant d'opportunisme, de misère bâclée et moutonnière qu'il y en avait dans la littérature. Des projets soi-disant artistiques que favorise et subventionne le gouvernement pour relancer l'économie. Libéralisme triomphant. Rien n'a changé. Rien ne change. Sinon que le son et les pictogrammes ne remplaceront jamais l'écrit. Ce qui le différencie d'avec le texte, d'avec la parole pure, c'est que l'écrit permet de s'installer dans une continuité. L'écriture est l'une des bases de nos civilisations. L'histoire nous a appris qu'elle progresse plus par évolution que révolution. La place prépondérante de l'image et du son n'aurait jamais dû chasser l'écriture. Mon rêve est de continuer à tenir entre mes mains un livre qui est complètement abîmé à force d'être lu. Voilà. Donc là, on vient de se balader euh, on a commencé par la légende dorée de Jacques de Voragine. On s'est baladé chez Didier Berman, Mohamed Bougarsar, Salman Rushdie, Abekobo, Stéphane Van der Haag, qui est un auteur qui dame, Antonin Artaud et Thomas Bernhardt. Voilà, pour les citations qui sont derrière. Merci Eric. Il y a des romans qui ressemblent à des lampes et des romans qui ressemblent à des veillées. On ne verra pas les fleurs le long de la route et de ces veillées où l'on s'apprête à nommer les absents. Vous nous avez invités à une route sans retour et vous en avez fait une école de lecture. Le monde que vous dépeignez n'est pas seulement perdu, il est travaillé comme un patient auquel on porte secours par la parole. La langue tient ici le rôle d'un pansement et d'un signal à la fois. On sent les phrases chauffer et la voix s'affermir. L'archivage affectif devient acte de résistance et la résistance une chose délicate. Vous avez fait du souvenir une matière de sculpture verbale, vos personnages apprennent à lire le monde pour mieux le réparer et nous apprennent, lecteurs, à suivre ce chemin. Le feu qui ravage n'annule pas la beauté, il la relève autrement en contrepoint. Le livre nous tient par la main et nous demande d'être attentifs, nullement héroïques. Vous m'entendez correctement? Oui. Il nous rappelle que la littérature ne sauve pas le monde mécaniquement, mais qu'elle maintient ce par quoi le monde persiste, le langage. Ce que vous offrez n'est pas un manuel de survie, mais une manière d'habiter la disparition. Il y a dans ces pages un soin presque sacerdotal, porté aux mots et une pudeur envers les personnages. Le roman interroge la transmission pour se tenir au bord d'un feu sans se brûler, apprendre à regarder ce que l'on croit perdu. La route, quant à elle, devient un espace sacré où se déposent des fragments de livres comme des offrandes. Vous nous rappelez que les phrases peuvent être des compagnons, fidèles, tenaces, réconfortantes. La mémoire littéraire que vous convoquez n'est pas nostalgie stérile, mais acte créateur. Cette prose nous invite à remettre nos bibliothèques au monde, non pas comme bien, mais comme héritage vivant. Et parce que l'héritage se partage, il faut l'énoncer, le dire, le transmettre encore. Vous nous donnez à penser la possibilité d'un après qui ne serait pas la reddition. L'écriture devient remède et chant, et c'est un art de l'équilibre tenu à main nue. En quittant ces pages, on emporte des phrases qui font comme des talismans. Elles ne protègent pas contre la réalité, mais elles la rendent habitable. Alors que l'on fasse silence ou que l'on se mette à lire à voix haute, votre livre nous oblige à prendre soin des mots. Merci d'avoir noué cette veillée. Nous repartirons en priorisant la langue et en veillant les livres comme on veille les vivants. Merci, Éric Pessan. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup, beaucoup. Et ça sort aux éditions Forges de Vulcain. Merci, Éric. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Une À belle très soirée. bientôt. Au Au revoir à revoir. tous.